Très belle chanson de Christophe, Les marionnettes. Mais alors attendez, qu'est-ce qui se passe? On nous dit aujourd'hui, dans un livre qui fait parler évidemment de lui dans le monde entier bien sûr, que Joe Robinette Biden, qui fut président des États-Unis de 2020 à 2024, était pratiquement affaibli cognitivement, ça veut dire en termes galants, sénile, depuis pratiquement le début de sa présidence et jusqu'à la fin, et la fin a été assez tragique. C'est un livre publié notamment écrit notamment par un journaliste de CNN, qui ne se faisait pas marquer par son primaire, par son anti-bidénisme primaire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on découvre que son déclin physique et cognitif n'a rien de soudain ni de marginal. Stéphane Bureau, vous êtes journaliste québécois, vous travaillez à BFM et vous êtes créateur de l'excellent podcast Contact. Alors, dites-moi, ce livre, c'est un vrai pavé dans la mare? Ça ne devrait pas. Déjà. Ça ne devrait pas. C'est un pavé dans la mare dans la mesure où on a accepté qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait rien de pourri au royaume de la Maison-Blanche pendant ces années. Et il y a aussi cette hypothèse que ce fut une accélération rapide et surprenante des conditions ou des aptitudes cognitives du président Biden. Or, ce n'est pas du tout le cas. Alors, je suis ni gérontologue, ni neurologue, mais les signes avant-coureurs étaient connus, je pense, de longs mois, sinon de longues années. Presque depuis le départ. Avant qu'on en prenne la mesure lors du débat, il y a presque un an aujourd'hui, le 27 juin 2024. Mais pendant les primaires pour la campagne de 2020, alors qu'il se qualifiait ou tentait de se qualifier comme candidat du Parti démocrate, il y a eu plusieurs occasions où ses adversaires démocrates, des amis politiques quand même si c'était des adversaires dans le contexte, ont souligné qu'il y avait des problèmes, des enjeux. Et je me souviens en particulier d'un débat où Julian Castro, démocrate, alors c'était pas le plus, je dirais, le plus visible de tous les candidats, mais à un moment, lors d'un échange, dit à Biden, mais Monsieur Biden, Monsieur le vice-président, parce que c'était son titre, vice-président, bien sûr. Vous êtes en train d'oublier ce que vous nous avez dit il y a à peine 2 minutes, parce qu'il répétait. Et évidemment, ce qui est implicite, c'est vous êtes aux abonnés absents. Ouais. Ce qui était une forme donc de tabou. Déjà dans la campagne de 2020. C'était la campagne des primaires de 2020. Oui, tout à fait. Mais alors, justement, écoutez, il y a quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a tous suivi cela, vous comme moi, puis comme beaucoup d'autres, et dès qu'on parlait on se retrouvait avec Biden avec des images quand même un peu troublantes, il ne savait pas où il était, il appelait sa mère, vous appelez morte il y a 10 ans, etc. On disait, mais vous pouvez pas raconter ça, c'est absolument faux, et on entendait des gens qui disaient, y compris des journalistes, mais il a toute sa tête et tout ça, et vous-même, je crois, vous avez été un tout petit peu mis au pilori pour ça, Stéphane Bureau. Taclé pour avoir dit en janvier 2024, donc 6 mois avant qu'on ne prenne la mesure des dégâts, qu'il ne serait probablement pas le candidat des démocrates pour cette campagne, ou la dernière campagne, compte tenu de son état cognitif. Mais je pense que c'était inversement proportionnel à la diplomation que notre capacité à voir le réel. Moins on était diplômé, mieux on voyait ce qui se passait. Il faut quand même comprendre que la Maison-Blanche, c'est une des scènes les mieux éclairées au monde. Oui. Les meilleurs journalistes, théoriquement au monde, y travaillent aussi tous les jours. On est scruté, on est sous la loupe des journalistes. Or, quand on parle de « original sin », de péché originel, c'est le titre du livre de ces 2 journalistes, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a eu un infocide? C'est-à-dire, on a tué la nouvelle. Et les journalistes ont manqué. Et les journalistes ont manqué de cette curiosité. En fait, notre péché originel à nous, collectivement, c'est de ne pas avoir suffisamment été curieux pendant ces longs mois, sinon peut-être même d'avoir accepté cette cécité volontaire au nom de ce mal absolu qu'était la potentielle arrivée sur la scène politique comme président de Donald Trump. Parce que c'est toujours le cache-sexe. On dit Donald Trump était tellement redoutable qu'il fallait faire tous les compromis. Et c'était pour d'ailleurs protéger la démocratie, puisque Donald Trump, en amont, la menaçait. Alors on nous disait peut-être tous les compromis sont acceptables. C'est Joe qui a gagné en 2020. Même si c'est une marionnette, même s'il n'est pas du tout il n'exécute rien,
il faut le protéger. Mais c'est comme ça que les choses étaient présentées, je crois. Ouais. On nous rappelait qu'il y avait à l'horizon Donald Trump et que Joe Biden l'avait défait en 2020, donc c'était l'homme de la situation. Or, il ne l'était plus, manifestement, depuis un certain temps. Et ce qu'on découvre en lisant le livre, mais on ne le découvre pas. On n'avait pas les détails. Parce qu'il faut voir que le travail a été bien fait. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a quelque chose d'ironique à ce qu'un des co-auteurs, Jake Tapper, soit aussi présentateur vedette à la CNN, qui, disons, n'a pas beaucoup été critique, n'a pas beaucoup soulevé les enjeux pendant ces années de la présidence. Je voudrais, il y a quand même un dont on a peu parlé en France, mais je voudrais que vous nous éclaircissiez là-dessus, vous éclairiez là-dessus, c'est l'histoire de l'autopen. Parce que Donald Trump en a parlé, on disait, mais c'est Donald Trump qui dit n'importe quoi. Il paraîtrait qu'il aurait gouverné, en tout cas pendant un long moment, avec l'autopen. C'est quoi cette autopen? Alors, le petit bras, le stylo automatique qui permet, mais c'est sans doute vrai partout, à un chef d'État ou un chef d'entreprise de déléguer son pouvoir de signature, parce qu'évidemment, les cartes de Noël, les cartes de souhait, puis un certain nombre d'autres documents sans conséquence. Il y a 400 trucs à signer par jour. Donc, c'est signé par ce stylo automatique. La question que posait le président Trump récemment, et on a effectivement tourné en dérision Trump à cette occasion en disant, mais c'est pas sérieux, c'est encore une fois une attaque de son adversaire. On sait que les documents sérieux passent sous les yeux du président. Mais elle se pose totalement aujourd'hui. Est-ce que des documents importants ont été signés par cette autopen alors que le président Biden n'en était pas informé? Et c'est de vraies questions. En fait, cette histoire, elle est énorme. C'est un scandale d'État. Ben, oui, et la couverture qu'on en fait, elle est inversement proportionnelle à l'ampleur de l'affaire. Peut-être parce qu'il y a une mauvaise conscience collective de la part de la profession, des journalistes, qui, devant l'évidence, ne voulaient pas se rallier à celle-ci. Je vous rappelais à micro fermé tout à l'heure, pour avoir fait l'exercice, je suis retourné dans le passé hyper récent par rapport au 27 juin 2024, qui est le moment de vérité, le débat. Donc, quelques jours plus tôt, quand je parle des passés hyper récents, c'était le 21 juin. À la une du New York Times, un grand article qui dénonce l'usage malveillant des images accablantes à l'endroit du président Biden. C'était la ligne officielle de défense de la Maison-Blanche. On disait non, ce ne sont pas des deepfakes, ce ne sont pas des émissions. On le voyait ne sachant pas où il allait, désorienté, tenu par la main par sa femme. Par exemple, aux cérémonies commémoratives pour le débarquement en Normandie, plusieurs images accablantes. Mais ce ne sont pas les seules, il y en a plein, des déclarations. Cette fois où il demande dans la salle à voir une membre du Parlement, une représentante qui était décédée. Et il l'appelle par son prénom, mais où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Et évidemment, elle n'est pas là. Même chose donc avec ces images, surprenantes, peut-être accablantes, lui guidée par sa femme, lui se retournant alors que tous les chefs d'État font la photo, se retournant. Alors on nous explique, c'est parce qu'il y a un parachutiste qui est un peu en retard et le président Biden, sympathique, voulait lui faire un petit clin d'œil complice. Et quand on voit la séquence, on comprend qu'il est un peu déboussolé. Et que dit la Maison-Blanche? Ce sont des images qui sont utilisées de façon malveillante. C'est de la propagande. D'ailleurs, tous ceux qui s'en revendiquaient étaient montrés du doigt pour être ou conspirationnistes ou faire le boulot de Moscou. Parce que toujours, c'est cette idée que Moscou... L'ingérence russe. Oui, puisque la théorie prévalente, c'est que l'homme de Moscou, c'est Trump. Donc, on travaillait à détruire Biden pour favoriser la candidature de Trump. Et c'est le New York Times qui reprend l'information. Et c'est pas le seul de ces médias qui dit... alors, je serai juste, il y a aussi un chroniqueur qui s'est fait remarquer, Ezra Klein, quelques semaines plus tôt, pour avoir posé la question. Alors, il est plutôt associé, je dirais, aux démocrates. Il était minoritaire, il n'y avait pas beaucoup. Plus que minoritaire. Il a été sévèrement taclé par ses collègues, par ses amis, partout sur les réseaux sociaux, mais comme si on commettait un crime politique. Stéphane Bureau, vous connaissez l'Amérique du Nord, vous connaissez bien les USA, mais comment se fait-il? Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'en 2025, ça veut dire au premier quart du 21e siècle, dans les réseaux sociaux, dans la transparence la plupart, dans la technologie la plus répandue, on peut garder un président, disons le mot, sénile ou en tout cas incapable d'exercer complètement ou très affaibli pendant 4 ans. Le président de la plus grande puissance mondiale.
Oui, alors c'est là que je vous dis qu'il y a quelque chose de surprenant parce que l'ampleur de l'affaire est inversement proportionnelle au traitement qu'on y réserve. Il y a eu évidemment, dans les heures qui ont suivi le débat du 27 juin, une espèce de capacité à passer au lave-linge des mauvaises consciences, le discours de tous. On s'est retrouvé dans une situation, alors tout le monde furieux, il faut se débarrasser de Biden. Biden est un horrible personnage qui s'accroche au pouvoir et soudainement ceux qui, la veille ou l'avant-veille, disaient c'est l'homme de la situation. Il est tip-top, comme on dit en américain. Débat catastrophique avec Trump, il faut l'éliminer tout de suite, il faut s'en débarrasser. Et d'ailleurs, il y aura un coup de force, parce que constitutionnellement, il n'y a absolument aucun outil pour se débarrasser du président, à moins que son cabinet, majorité de ses ministres et le vice-président acceptent d'invoquer le 25e amendement. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Donc, quelque part, c'est un coup d'État. Franchement. Alors, ce sont des gens qui ont estimé, encore une fois, que pour le plus grand bien de la collectivité, bien sûr, il fallait prendre en charge et peut-être laisser comme personnage rassurant le papy Biden, que les Américains, pour certains, aimaient, il n'y a aucun doute là-dessus, mais sans jamais dire la vérité. Alors, est-ce que c'est un coup de force? Est-ce que c'est un coup d'État? Il faut faire attention aux mots qu'on emploie, mais il y a fort à parier, et l'histoire, j'espère, nous le dira, que beaucoup de décisions importantes, je dis bien au conditionnel, tout ça, ont été prises, alors que M. Biden, peut-être, n'en mesurait pas l'ampleur. Peut-être qu'il ne signait pas et que c'était l'Otto Penn qui signait. Ça veut dire l'entourage, on ne sait pas, on ne va pas l'avancer, on ne va pas... Mais enfin, il y a quelque chose quand même... C'est une vraie question. Et de le faire de la Maison-Blanche. Oui, de la Maison-Blanche. On est toujours la guerre ou la paix, les pardons qu'il a donnés à son fils, à son entourage, etc. Vous savez, Je sais, parce que c'est des milliers de pardons qui ont été donnés dans les derniers jours de la présidence, y compris des pardons en amont. C'est-à-dire qu'on a choisi de donner un pardon inconditionnel pour des crimes qui n'avaient pas encore été nommés de manière préventive. Et c'est le pardon prophylactique. Oui, alors le pardon prophylactique dont certains dataient de mai 2014. 10 ans avant, c'est quand même extraordinaire. Et particulièrement pour son fils. C'est-à-dire on voulait s'assurer qu'on fasse place nette. Et le docteur Fauci aussi, ne l'oublions pas, le ministre, en guillemets, de la Santé de ces gouvernements. En fait, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça, Stéphane Bureau? Qu'est-ce que ça nous dit à nous journalistes? Qu'est-ce que ça dit aux médias? Qu'est-ce que ça dit à tout le monde sur le système? Ça dit beaucoup de choses et je pense qu'on peut, à la lumière de ce qui se passe et de ce qui est exposé, faire un petit exercice d'introspection tous comme citoyens, probablement aussi pour nous dans la profession. Mais je reviens à cette idée parce que souvent on est mis en garde contre la malveillance de la propagande de puissances étrangères. Et c'est vrai, je ne sous-estime pas que les Russes soient aux manœuvres et qu'ils se régalent de nos conflits, de nos disputes. Mais dans le cas présent, la manœuvre d'intoxication, elle est ourdie au sein de la Maison-Blanche et elle est faite aux frais de la démocratie américaine parce qu'on court-circuite le processus démocratique. Et posons la question plus ouvertement. Si les démocrates avaient eu le courage de voir le réel tel qu'il était un an plus tôt, on n'aurait jamais toléré qu'il reste aux manettes. Il y aurait eu une campagne en bonne et due forme à l'investiture du parti. Les meilleurs, probablement, et les plus ambitieux chez les démocrates se seraient présentés au rendez-vous. On aurait eu autre chose que la calamiteuse Kamala Harris, parce que c'était pas la meilleure dans les circonstances. Et ils auraient fait un vrai congrès, une vraie démission, sauf que Biden peut-être n'avait aucune envie, en tout cas sa femme Jill, de démissionner, de partir. Mais quelle est la responsabilité d'abord de ceux qui vous aiment? Je présume qu'il y a autour du président des gens qui l'aimaient, qui l'appréciaient, c'est peut-être de le protéger contre lui-même. Et ensuite, au nom des principes qu'eux-mêmes invoquaient continuellement, celui d'abord de la démocratie, des règles de la démocratie, dire, écoutez, on n'est peut-être nous pas en mesure de livrer le combat, il faut donc faire place à ceux qui le pourront. Et il était très tard en juillet dernier, d'abord parce que les plus ambitieux chez les démocrates savaient que c'était un peu plié, donc ne voulaient plus se présenter au combat, sachant que Trump avait survécu à tout ce qu'il avait traversé. Bien sûr. Donc, ils se sont, pour l'essentiel, les meilleurs dit, on reprendra ça. On verra ça on reprendra plus ça en 2028. Mais c'est honteux du point de vue des électeurs démocrates, qui auraient peut-être eu un meilleur candidat, enfin, pas peut-être, très certainement un meilleur candidat, n'eût été de cette opération dont on commence à prendre la mesure. Prendre la mesure. Et quelle mesure? Et c'est là, Stéphane Bureau, pour terminer, qu'il faut dire ceci.
parce que c'est vraiment la question essentielle. Il ne s'agit pas non plus de discréditer l'âge comme un facteur disqualifiant en soi. Je rappelle que Trump a 78 ans, hein, il n'est pas très loin. Mais la question, un président peut-il continuer à exercer ses fonctions en pleine dégradation physique et cognitive sans que le peuple, les élus, les journalistes en soient informés, ou, je dirais tout ça, sans que les élus et les journalistes ne les informent, parce qu'il y a ça aussi. Oui, parce que je reviens à ce qu'on disait en début d'entretien. Je crois qu'une majorité d'entre les Américains voyaient qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond et que cette question pouvait se poser alors qu'il était candidat en 2020 à l'investiture du parti, avant qu'il ne soit président, chez ses adversaires politiques, qui, alors de façon peut-être gentille, disaient... Est-ce qu'il a l'énergie? Est-ce qu'il a les capacités? Et la réponse, on l'a eu 4 ans plus tard, dans des circonstances navrantes. Eh bien, écoutez, c'est un rapt de démocratie, je dirais. C'est voilà, et l'enlèvement des Sabines, c'est l'enlèvement de la démocratie. Merci Stéphane Bureau, on continuera évidemment, et avec vous, et nous, de parler de tout cela, parce que c'est un vrai problème qui ne se pose pas qu'aux États-Unis d'Amérique.